Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Créer votre gouvernance sur mesure. Je suis ravi de vous accueillir. Donc on est parti pour 1 heure ensemble. Et au programme, on va commencer par définir ce mot de gouvernance, savoir de quoi on parle. Ensuite, je me présenterai brièvement ainsi que la gouvernance intégrative. On va survoler ensuite la diversité de manières de prendre les décisions, de s'organiser et voir comment intégrer cette diversité et comment intégrer notamment les différentes polarités qu'il peut y avoir en jeu dans une gouvernance. Et on finira par voir des exemples d'organisations qui ont créé leur gouvernance sur mesure. Donc ce mot de gouvernance, qui est un mot ancien qui était utilisé au Moyen-Âge, qui est tombé en désuétude, et qui revient maintenant depuis une dizaine d'années au goût du jour. Alors il y a différents acteurs qui ont des définitions différentes. Je vais vous donner la mienne, qui n'est pas forcément la bonne, mais je trouve qu'elle mérite d'être simple et d'être facilement utilisable. Pour moi, la gouvernance, c'est l'art de s'organiser, de prendre les décisions. Donc de la plus petite décision à la plus grande décision. Ce qu'on peut synthétiser par la question qui décide de quoi, comment. Donc voilà, plutôt des questions, du coup, vous voyez que c'est plutôt sur le structurel. Et ce qu'on pourrait définir, notamment parmi les éléments, il y a les rôles et les instances. Comment est-ce qu'ils sont attribués, comment est-ce qu'ils sont définis, comment est-ce qu'ils se coordonnent. Il y a la question des processus de prise de décision. Est-ce qu'on va voter, faire du consensus, déléguer à des rôles, et aussi notamment s'intéresser à tout ce qui est la partie informelle, toutes les prises de décision qui sont prises hors du cadre, et aussi le niveau d'autonomie que vont avoir les différents membres de l'organisation. Il y a le choix du processus. Si on fait partie d'une organisation qui a plusieurs manières de prendre des décisions, laquelle on utilise à quel moment? Comment est-ce qu'on fait pour utiliser la bonne manière au bon moment? Pour moi, ça c'est vraiment la clé de voûte d'une gouvernance. Il y a évidemment les réunions. Tout ce qui se passe en amont, notamment la préparation et la préparation de l'ordre du jour. Il y a tout ce qui se passe pendant, quel est le cadre de la réunion, comment est-ce qu'elle est facilitée. Et il y a tout ce qui se passe en aval, comment est-ce qu'on fait en sorte que les décisions soient mises en œuvre. Et ça va entre autres avec la circulation des informations. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui prennent des décisions aient le bon niveau d'information et que les décisions prises soient transmises. Donc ça fait 5 éléments un petit peu structurels d'une gouvernance. C'est pas forcément exhaustif, mais ça nous fait déjà une bonne base. Donc vous voyez que ça concerne, c'est un mot un petit peu qui revient au goût du jour, un mot nouveau, mais pour parler de quelque chose qui est universel et intemporel, comment les décisions sont prises. Quelque chose qui nous concerne tous, où on a tous, on peut développer une expertise, mais en fait on est tous expérimentés et tous concernés. Et que ça soit entre amis, en famille, dans le monde associatif, au travail, partout en fait on fait partie, on a participé à d'innombrables prises de décision. Donc on est tous compétents sur ce sujet-là. Et ça fait partie, moi, de mes objectifs de ce webinaire, de vous redonner confiance, que vous repreniez votre légitimité et votre créativité sur ce sujet-là. Et c'est un sujet, vous imaginez, qui a de multiples enjeux. Déjà l'enthousiasme, l'engagement des gens, à quel point les gens vont s'engager dans le groupe, dans l'organisation, est-ce qu'ils vont avoir plaisir à la manière de fonctionner de l'organisation, et aussi l'efficacité, est-ce que le groupe va arriver à remplir ses objectifs. Et il y a aussi évidemment, est-ce que ça va générer des conflits, des rapports de pouvoir, autre chose, un sujet qui a beaucoup d'impact sur tout le monde. Ce qui en fait en même temps un sujet passionnant à explorer, et en même temps quand on veut créer des changements dans une organisation, c'est pas facile, c'est comme l'éducation des enfants parce que chacun va avoir son opinion et ses préférences. Et on va voir justement comment concilier ça. Voilà, donc pour me présenter un petit peu, moi je m'appelle Sacha Ebb, j'ai 35 ans. J'ai la particularité de mon parcours, dès que j'ai fini mes études, je suis parti voyager. J'avais besoin de sens, de trouver un mode de vie notamment au niveau écologique qui me convienne. Et donc j'ai vécu beaucoup d'années dans ce milieu-là, et là d'ailleurs je vis de nouveau dans un écolieu que j'ai cofondé, donc dans un milieu alternatif où il y a vraiment cette question-là, où c'est très présent cette question de comment on veut s'organiser, prendre les décisions ensemble, ça bouillonne à ce niveau-là. Donc j'ai pu faire énormément d'expériences différentes dans ma vie, j'ai pu vivre beaucoup de modèles et de modalités de gouvernance. Donc j'ai vécu, au travail j'ai vécu, et pas que, j'ai vécu des gouvernances plutôt verticales avec des rôles, des foyers très hiérarchiques. J'ai vécu dans des groupes très libertaires, où le but c'est qu'il y ait le plus d'autonomie et de liberté qui soit laissé à chacun des membres. J'ai vécu dans beaucoup de groupes où l'aspiration c'est plus à l'horizontalité, en fait, trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, de veiller à l'harmonie dans le groupe.
J'étais en recherche en fait de comment fonctionner d'une manière qui soit la plus chouette possible, et efficace et agréable et enthousiasmante. Et donc j'ai vécu voilà, pas mal de difficultés au début, des rapports de force, des pouvoirs, d'inefficacité. J'ai découvert ensuite la gouvernance partagée, auquel je me suis formé avec l'UDN. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc quelque chose de plus qui tend un petit peu plus vers l'horizontalité. J'ai vécu dans de nombreux groupes, des fois pendant plusieurs années, qui utilisaient ces modes de décision-là, auxquels j'ai adhéré à 100%, pour la qualité des outils, pour les valeurs d'égalité, de transparence, de prise en compte de chacun qui font partie de ce modèle-là. Et j'ai mis quand même quelques années à force de répéter les mêmes expériences, à voir un petit peu les limites aussi de la gouvernance partagée. Deux choses principales, notamment l'inertie que ça crée, l'énergie que ça demande. Et aussi la pression que ça met sur les individus, parce que c'est des modèles qui peuvent marcher très très bien, mais qui sont très exigeants, en termes de formation. Alors la formation, ça demande que les gens soient un petit peu intéressés, qu'il y ait un peu des fois de budget et puis de temps. Et aussi hyper exigeant au niveau de la posture des gens. C'est-à-dire que c'est des modèles qui marchent très bien quand les gens sont très patients, ont une capacité d'expression de parler d'eux, une capacité d'écoute, une capacité à lâcher prise. Ça veut dire quand les gens sont au top de la posture, c'est des gouvernances qui peuvent marcher très bien. Le problème, c'est que dans les groupes, souvent, là où en sont les gens, et là où on en est suivant aussi les jours, l'humeur dans laquelle on est, en fait notre niveau, il n'est pas forcément au niveau requis par le modèle, par la gouvernance partagée. Et c'est là qu'on se met à avoir pas mal de difficultés en fait. Moi je me suis fouetté pendant des années parce que j'étais pas assez patient. Et des fois j'ai pu être assez critique vis-à-vis de gens parce qu'ils comprenaient pas l'étape, parce qu'ils savaient pas lâcher prise, parce qu'ils savaient pas être concis, parce que machin, etc. Et en fait, ça peut générer pas mal de pression sociale et même de souffrance, de violence, pour pas avoir peur des mots. Donc voilà, gérer toute cette pression vis-à-vis d'un individu pour être au niveau du modèle, en fait. Donc, il y a quelques années, j'ai fait ma crise. Après avoir vécu ça pendant 8 ans, je me suis dit, c'est pas possible que ça soit la panacée, il doit exister autre chose. Ça m'a lancé dans une quête de dire, qu'est-ce qu'il y a comme autre manière de faire ensemble, de s'organiser, de prendre des décisions. Donc j'ai commencé à chercher tout ce qu'il y avait. Et grâce à la spirale dynamique, cette quête-là, elle a abouti à la gouvernance intégrative qui a 2 piliers. Premier pilier, c'est que la diversité de manières de faire, de prendre les décisions. Là où les modèles de gouvernance nous disent qu'il y a des bonnes et des mauvaises manières de faire, et où eux ils se concentrent sur du coup quelques manières de faire qu'ils mettent en avant dans leur modèle, moi j'ai la conviction que toute cette diversité de manières de prendre des décisions, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est juste adaptée ou pas adaptée à une situation, à un contexte, et qu'il faut juste utiliser la bonne au bon moment. Donc on a intérêt à avoir une boîte à outils assez large en fait, et à pouvoir s'adapter aux différents cas de figure. Si on décide tout au consensus, on va s'épuiser. Si on décide tout avec des rôles, on n'aura aucune intelligence collective. Donc il faut intégrer cette diversité-là. Et la deuxième conviction, c'est le côté sur mesure. Parce que qu'est-ce qui se fait habituellement en gouvernance? C'est que, alors il y a des modèles qu'on hérite du passé, comme la hiérarchie, et après il y a des gens brillants qui inventent des modèles de gouvernance, comme la gouvernance partagée, qui est aussi de la sociocratie ou l'holacratie, ou il y aurait d'autres modèles qu'on pourrait citer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans leur organisation, il y a ces gens brillants qui sont créatifs et qui inventent une nouvelle manière de s'organiser. Ensuite, des gens essayent de la copier, eux essayent de la transmettre, et des gens la copient, donc on va plaquer un modèle sur une organisation. En fait, on va demander à l'organisation et à ses membres de s'adapter à un modèle, ce qui va être coûteux et parfois va vouer à l'échec ou à beaucoup de difficultés. Et moi, c'est là où je renverse ce paradigme-là que la gouvernance intégrative, c'est pour moi, c'est à la gouvernance de s'adapter au groupe. À 100%. Donc moi, j'accompagne, moi c'est mon métier, du coup, j'en ai fait mon métier. Je donne des formations et j'accompagne des groupes pour créer les gouvernances sur mesure. Donc il n'y a pas 2 groupes qui va créer la même gouvernance, puisque pour moi, il y a rarement 2 groupes uniques. Donc voilà, on a 1 heure ensemble, ça va être court. Vous imaginez, vous avez vu un petit peu, quand on voit tout ce que recoupe une gouvernance, c'est pour ça qu'il y a les formations, les accompagnements. Mais moi, je considérais que mon objectif est rempli à la fin de ce webinaire. Si vous avez une plus grande vision des différentes choses qui existent et de comment on peut choisir la bonne chose au bon moment,
Et si j'ai pu réveiller votre créativité, votre légitimité à vous saisir de ces sujets et à faire en sorte que dans vos groupes, vous puissiez trouver des meilleures manières de faire. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat de quel type de groupe, là vous venez faire ce webinaire pour parler de gouvernance, pour quel type de groupe est-ce que ça vous intéresse? PME, assaut dans la culture, association, projet d'habitat partagé, scope, réseau de facilitateurs. Ok. Donc on voit effectivement qu'il y a cette diversité d'organisations et j'imagine que, c'est clair que même deux organisations qui sont du même type, deux PME ou deux écoliers ou autres, vont avoir des contextes totalement différents, en fait, des membres qui vont être différents, des aspirations différentes, des contraintes différentes, d'où l'importance de faire du sur-mesure plutôt que de plaquer un modèle. Alors, je serais juste curieux que vous me répondiez à ce petit sondage. Est-ce que vous préférez là qu'on explore les différentes manières de prendre les décisions ou les différentes manières d'attribuer les rôles? Ok, donc je vois les résultats du sondage, c'est quand même assez largement d'explorer les différentes manières de prendre les décisions. Donc ce qui veut dire que les manières d'attribuer les rôles, ça sera exploré plus tard dans un autre webinaire. Alors on va commencer à explorer un peu cette diversité-là. Et je vais commencer par vous poser une question. On va faire un petit brainstorming. Quelles sont les différentes manières dont les décisions se prennent que vous connaissez? Donc vous voyez que je pose cette question d'une manière un petit peu alambiquée. C'est volontaire. Je la pose d'une manière très précise. Et donc je vous invite à me donner vos réponses dans votre chat. Donc on est vraiment sur le registre des processus de prise de décision. Donc le consensus. Décider tous ensemble. Donc ce que j'assimile aussi, pour moi c'est proche ça du consensus. Le vote. J'imagine que c'est le vote à la majorité. Sollicitation d'avis. Sollicitation d'avis, je ne suis pas sûr que ce soit un mot que vous connaissiez tous. Grosso modo, c'est une modalité de consultation. Je vais essayer de rassembler aussi là, un petit peu faire des grandes familles que tout le monde connaisse. Je vais essayer qu'on utilise pas trop de mots techniques à ce stade-là. On pourra rentrer un petit peu dans le détail aussi si on a le temps. Donc sollicitation, voilà, c'est d'avis, c'est une manière de consulter. Abus de pouvoir, une personne qui décide. Alors là, est-ce que la personne qui a écrit ça peut me dire là, alors donc il y a un abus de pouvoir, est-ce que la personne qui fait un abus de pouvoir, est-ce qu'elle a un rôle? Par exemple, c'est le facilitateur du groupe, c'est le facilitateur de la réunion qui fait un abus de pouvoir, ou est-ce que c'est quelqu'un qui prend une initiative et qui abuse du coup de cela? Ok, donc une personne qui a un rôle. Donc on peut déléguer. Alors je vais essayer aussi de garder d'une manière neutre. En fait, c'est effectivement que chaque manière de décider peut avoir des faces sombres et des fois des faces plus lumineuses. Donc là, en fait, on délègue du pouvoir à quelqu'un. On délègue du pouvoir à un rôle. Et la face sombre, c'est qu'il peut en abuser. Et le tirer au dé. Donc moi, je mettrais un petit peu dans la famille du hasard. Consentement. Quelqu'un qui me demande la différence entre le consensus et le consentement. C'est une bonne question. C'est un processus qui est aussi vieux que l'humanité. Et c'est donc assez compliqué d'en parler parce qu'il y a d'innombrables variantes en fait, qui ne sont pas forcément nommées. Et il y a quasiment autant de manières de faire du consensus que de groupes qui existent. Mais on pourrait le synthétiser par le fait de dire on discute jusqu'à trouver une solution qui emporte l'adhésion de tout le monde. Et alors le niveau d'adhésion, c'est là où il va y avoir des variantes. Un niveau d'adhésion, c'est tout le monde est d'accord avec la proposition, tout le monde est enthousiaste pour la proposition, ça s'apparenterait à de l'unanimité. On peut avoir des étapes intermédiaires où par exemple on tolère, par exemple on peut avoir 3 positions au moment où on se positionne pour le consensus, moi souvent je le pratique comme ça, soit on est pour la proposition, soit on est contre, on a une opposition à la proposition, et donc normalement une opposition suffit à ce que la proposition ne passe pas, donc on va essayer de la modifier jusqu'à ce qu'on en trouve une où il n'y ait plus d'opposition, et parfois on peut tolérer un positionnement neutre, quelqu'un qui dit moi je suis ok si ça passe, je suis pas enthousiaste, mais allez-y quoi. Si vous voulez, allez-y. Et des fois on peut tolérer un pourcentage d'abstention. Et le consentement, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui a été créé dans les années 70 dans le cadre de la sociocratie, qui est un processus qui lui est très cadré.
et qui a été créé d'ailleurs un petit peu pour faciliter le consensus. Vous imaginez que trouver une proposition où tout le monde est enthousiaste et tout le monde a envie, etc., c'est pas forcément facile. Et le consentement a été créé notamment pour mettre plein d'étapes, faire que en même temps on puisse vérifier que la décision n'ait pas d'inconvénient majeur et en même temps que ce soit un peu plus facile à prendre. Donc il faut un facilitateur vraiment expérimenté pour faire toutes les étapes. Il y a certaines étapes qui peuvent ressembler au consensus d'ailleurs, notamment d'avoir des tours de parole. Mais au consentement, une décision va être prise si à la fin, on va faire un tour d'objection. Une fois qu'on a essayé de construire une proposition, la proposition est prise si personne n'a d'objection. Donc au moment de se positionner, on fait un tour de parole, les gens disent est-ce qu'ils ont une objection ou pas. S'ils ont une objection, on va essayer de bonifier la proposition, donc de la modifier pour intégrer cette objection. Et si on arrive à lever toutes les objections, la proposition est prise. Sinon, elle est abandonnée. Et sachant qu'une objection, c'est très précis, c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste la proposition ne me plaît pas, ou je pense qu'une autre proposition serait mieux. Une objection, c'est vraiment, il faut qu'elle soit argumentée. Il faut qu'elle soit, alors soit qu'elle mette en danger le groupe, mais un risque avéré, ou qu'elle soit contraire à la raison d'être ou aux valeurs du groupe. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper fort, une objection. Et il y a d'autres groupes qui ajoutent à ça, au consentement, de dire cette proposition n'est pas acceptable pour moi. Elle est contraire à mes valeurs, et si le groupe la prenait, moi je quitterais le groupe. C'est ce niveau-là en fait une objection. Mais donc ça veut dire je peux objecter à une proposition parce qu'elle est contraire à mes valeurs personnelles. Ça c'est un choix, c'est a priori, ça n'a pas été conçu comme ça le consentement, mais des groupes l'ont modifié comme ça, donc ça c'est à vous, si vous l'utilisez dans votre groupe, de choisir quels sont les critères valides pour poser une objection. Mais donc vous voyez que le consentement, là on va pas passer énormément de temps là-dessus, c'est quelque chose de complexe qui nécessite une formation en tant que telle en fait. La gouvernance partagée, il faut que tous les membres du groupe aient fait plusieurs jours de formation. Alors je reviens sur la liste, là sur le brainstorming, toutes les différentes manières de prendre les décisions que vous m'avez prises. Ce qui me frappe, c'est que vous avez nommé des manières que je nommerais formelles de prendre les décisions, donc des manières quand même assez cadrées. Et en fait, si on observe la manière dont les décisions se prennent dans un groupe, eh ben, on peut observer qu'il y a une bonne partie des décisions qui se prend de manière informelle. Donc en dehors de tous les processus prévus, donc ça va se passer des discussions dans les couloirs, des prises d'initiative, on va confier des pouvoirs à quelqu'un par son ancienneté, parce qu'on lui reconnaît une compétence particulière, ou il y a quelqu'un avec un fort leadership qui va s'auto-attribuer un rôle, une mission, qui va emmener le groupe avec lui dans une certaine direction. Toutes les habitudes, les traditions, on va répéter des choses auxquelles on a l'habitude. Souvent la tradition c'est plus une manière de ne pas prendre une décision que de la prendre, des fois c'est même pas conscientisé. Voilà, donc l'informel qui est plus de tout ce registre oral. Et en fait, toutes ces manières de prendre les décisions, eh ben, c'est là où c'est intéressant, c'est que la plupart des modèles de gouvernance, soit ils ignorent l'informel, ils font comme si ça n'existait pas, et donc on se contente de formaliser des choses. Soit il y a des modèles de gouvernance, comme l'holacratie par exemple, qui essayent de supprimer l'informel. Tout doit être formalisé, ce qui est d'une certaine manière un idéal bureaucratique. Et vous imaginez qu'il n'est pas sans conséquence. Formel et informel, qu'est-ce que c'est? C'est une polarité. Alors, qu'est-ce que c'est une polarité? Ce sont deux opposés qui sont tous les deux nécessaires pour qu'un groupe fonctionne correctement dans le temps. C'est-à-dire, si un groupe allait complètement dans un extrême d'un ou d'autre côté de la polarité, il en subirait énormément d'inconvénients. Donc si on revient à notre exemple de formel-informel, généralement quand un groupe démarre, il va démarrer de manière informelle. Ce qui va apporter, ce qui est incroyablement simple, donc ce qui apporte aussi une fluidité, ce qui permet de la créativité, c'est aussi chaleureux, il y a beaucoup de choses dans le côté informel qui vont se dérouler dans le rapport humain, dans l'échange. Ça peut créer, va y avoir beaucoup de flou. Ça peut créer du chaos, des initiatives incohérentes, créer du conflit. Ça laisse la porte ouverte aussi à tous les rapports de force, à tous les rapports de domination. Voilà, à un moment, ça va devenir pesant de vivre tous ces inconvénients de l'informel, et donc le groupe va vouloir pencher de l'autre côté de la balance, et commencer à vouloir formaliser son fonctionnement. Ce qui permet d'apporter
plus de clarté, des choses plus durables, vu qu'on met les choses plus par écrit, elles vont pouvoir perdurer dans le temps, éventuellement que ce soit reproductible, on va pouvoir les utiliser ailleurs, dans un autre secteur, dans une autre. Ça permet aussi, suivant le système qui est créé, potentiellement d'avoir de l'équité, garantir que tout le monde ait la parole, que tout le monde ait le même poids. Mais si on va dans un extrême de formalisme, vous imaginez les inconvénients que ça peut avoir. En fait, vous voyez que c'est en miroir, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Et donc si on va dans un extrême de formalisme, ça va générer des choses qui sont très lourdes, un système qui est très lourd, bureaucratique, qui peut être très frustrant pour les gens qui en font partie, quelque chose de froid aussi, où il y a très peu de place pour l'humain. D'où l'importance pour moi d'intégrer cette polarité-là dans la gouvernance, et en fait de laisser une place. Qu'est-ce que c'est l'objectif pour moi par rapport à cette polarité-là? C'est grand 1, déjà, de mettre en conscience que oui, l'informel existe en fait, et que il y a toutes ces manières-là, initiative individuelle, tradition, de confier du pouvoir à des gens pour de l'ancienneté ou autre, tout ça, ça existe dans le groupe. Et ensuite, de trouver un équilibre entre le légitimer, lui laisser une place, parce que c'est aussi au service de l'organisation, ça permet de combler les trous, c'est aussi au service, nous en tant qu'être humain, généralement on a besoin de ça pour fonctionner, pour la fluidité que ça apporte et la chaleur humaine. Donc de légitimer ça, et en même temps de le cadrer. Il y a certains moments où il faut mettre les limites et pouvoir être capable de sortir de l'informel, en fait, clarifier la manière dont on sort de l'informel quand on va vivre ces inconvénients, notamment le flou, les conflits. Et pour moi, il y a vraiment un marqueur, quand on se pose la question à quel moment est-ce qu'il faut formaliser ou pas, ou laisser informel. Pour moi, il y a un marqueur qui est hyper important, c'est quand ça génère tout simplement les tensions. Et notamment des tensions qui se répètent, c'est le signe qu'il faut là mettre du cadre et formaliser. Donc là, on vient de voir la polarité formelle-informelle, qui est une des polarités qui est en jeu dans une gouvernance. Vous pouvez imaginer qu'il y en a plein d'autres. Donc ces polarités, évidemment, elles transcendent, elles sont bien plus larges que la gouvernance, mais on va les retrouver en jeu dans une gouvernance. Et donc soit dans le groupe, il y a déjà un équilibre qui s'est fait, soit ça peut être une source de conflit. Donc il y a des gens dans le groupe, il y a des gens qui vont lutter pour un côté de la polarité, des gens qui vont lutter pour l'autre, et ça va créer beaucoup de tensions. Une autre possibilité, c'est que le groupe soit dans un extrême de la polarité et du coup subisse tous ces inconvénients. L'invitation de la gouvernance intégrative par rapport à ça, c'est d'intégrer les polarités, c'est une approche non duelle, d'intégrer les polarités pour trouver un équilibre qui ne va pas être le même pour chaque groupe, qui est un équilibre dynamique, mais on va essayer de profiter au maximum des avantages des deux côtés de la polarité et de minimiser les inconvénients de cette polarité, des deux côtés. Revenons un petit peu sur la diversité des manières de prendre les décisions. Moi, c'est une des premières questions que je me suis posée quand j'ai eu l'intuition de la gouvernance intégrative. Je savais que je voulais intégrer la diversité des manières de décider. Donc, quelle est cette diversité? Prends mon réflexe, je vais sur Google, j'ai cherché en français, en anglais, liste des manières de... j'ai quasiment rien trouvé en fait. Et je vous invite à faire l'expérience si elle vous étonne. Donc j'ai dû créer ma propre liste en fait, de faire mes propres recherches. Et je me suis retrouvé assez vite avec une liste à la Prévert qui commençait à devenir assez longue. Et pour mettre de la clarté là-dedans, du coup j'ai créé des familles qui permettent de regrouper, de ne pas se noyer dans les détails. Donc là c'est la ressource que je vais vous projeter. Alors ces familles de processus de décision, vous en avez nommé déjà un certain nombre dans le brainstorming. Par exemple tout ce qui est horizontal égalitaire, avec l'unanimité, consensus, consentement, le vote à la majorité. Vote à choix multiple, qu'est-ce que c'est? C'est du coup plutôt que comme vote à majorité d'avoir une proposition qu'on va voter pour ou contre, et on va faire émerger plusieurs propositions et ensuite on va classer, voter ou noter pour valider celle qui a le plus d'adhésion. Par exemple avec le vote pondéré, on peut voter les propositions. Voilà, de dire il y a 3 propositions, vous les votez de 0 à 3 et on valide ça avec le plus d'adhésion. Et donc ça permet notamment de maîtriser le temps, de pouvoir trancher et en même temps d'avoir un haut niveau d'adhésion, de créativité. Donc il y a le côté libertaire, on laisse de l'autonomie, de la liberté aux gens de prendre leurs propres décisions. Les familles, tous les processus de décision consultatifs,
sollicitation d'avis que vous avez nommé tout à l'heure, partage d'intentions, consultation collective. Sollicitation d'avis, peut-être, vu que vous l'avez nommé, je vais peut-être vous dire maintenant ce que c'est. C'est un processus, en anglais ça s'appelle advice process. Grosso modo, c'est une consultation assez banale dont on a l'habitude, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a la légitimité pour prendre la décision. On considère que tout le monde est légitime, mais grosso modo, qu'il y a un sujet, c'est elle qui va décider, mais elle doit consulter tous les gens concernés ou compétents avant de prendre sa décision. Voilà. Donc elle peut les consulter, c'est quelque chose qui marche très bien par écrit. On peut faire un document partagé ou faire un tableau si on est sur le même lieu, ou on peut le faire par oral, appeler les gens, etc. Il y a plusieurs modalités différentes. Donc il y a aussi la famille des rôles, qui est une famille avec une grande diversité de la manière d'attribuer les rôles, de la manière dont ils sont exercés. Voilà, tradition, habitude, dans l'informel comme on a vu, algorithmique. Honnêtement, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. De toute façon, toutes ces manières de décider, je pense pour moi le plus intéressant, c'est vraiment de pouvoir les expérimenter. Vous pouvez les expérimenter dans le groupe dont vous faites partie, on les expérimente aussi en formation. Voilà, le hasard que vous avez cité, plein de manières. Suivre un signe. Suivre un signe, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui a été extrêmement utilisé de tout temps de l'humanité, qui maintenant est un peu moins la côte dans nos sociétés très rationnelles, mais c'est simplement de suivre un signe, que ce soit une synchronicité, un pendule, une divination. Moi qui suis très rationnel, c'est pas ma tasse de thé, mais en fait c'est une manière de décider qui a sa raison d'être et qui a aussi son intérêt. Donc ça fait voilà 10 familles de prise de décision. Et il y en a une 11e, qui est un peu le vilain petit canard. C'est le non-choix. Donc, qui en fait n'est pas tellement une manière de décider, voilà, on ne décide pas, mais c'est hyper important de l'avoir en conscience en fait. Et sachant que ça se divise vraiment en deux possibilités différentes, c'est soit ne pas choisir, on le choisit, c'est-à-dire on dit en fait c'est pas notre périmètre de décision, ou là c'est pas mûr, il nous faut plus d'informations, on a besoin de temps pour cette décision. Et ça peut aussi être subi. Par exemple, on n'arrive pas à se réunir pour décider, ou on décide au consensus, au consentement, et en fait on n'arrive pas à arriver à une décision. Voilà, donc généralement il y en a un qui peut être très positif, quand c'est choisi ça peut être très pertinent, très positif, et quand c'est subi ça peut être très douloureux. Et donc ces familles, ça permet de mettre un peu de clarté, et en même temps quand on fait de la gouvernance, en fait on peut créer, il y a plein de variantes de processus, en fait, quasiment même une infinité dans chaque famille, on peut en créer une infinité, et on peut aussi faire des hybrides d'une certaine manière, de dire tiens, on va consulter des gens qu'on a tirés au sort. Pour des besoins spécifiques, on va pouvoir créer un processus spécifique qui répond vraiment aux besoins du groupe. C'est là où on rentre dans des choses un peu complexes et qui peuvent vraiment être chouettes, être créatives. Voilà un petit peu pour la diversité, c'est une ressource que je vous mettrai à disposition. Allez, je vais revenir à la liste du brainstorming que vous avez faite. Donc première consigne, c'est mettez une flèche devant une manière de prendre les décisions que vous aimez. Voilà, donc sur la gauche, mettez une flèche devant. Et ensuite, mettez une flèche à droite sur une manière de prendre les décisions que vous n'appréciez pas. Vous voyez ses inconvénients. Ok. Et maintenant, je vais vous demander de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que vous appréciez tel processus et pourquoi est-ce que vous n'appréciez pas tel autre. Donc j'invite à me dire ça de manière assez concise. Et puis on va démarrer par le consentement. Est-ce qu'une personne a envie de me dire pourquoi est-ce qu'elle apprécie le processus du consentement? Alors, moi j'ai employé donc la décision par consentement souvent dans des petites rencontres associatives où chacun prenait le temps de parler de ce qu'ils avaient envie de faire et puis qu'on échangeait ensemble sur comment prendre cette décision. Je trouve que c'était assez fluidifiant, ça permet d'écouter chacun et d'exprimer si on avait des objections. Et moi j'en ai un bon souvenir et je trouve que c'est une petite méthode. Enfin, en tout cas cette partie-là, moi, j'ai utilisé régulièrement, je la trouve sympa et utile. Voilà. Merci. Et maintenant, est-ce qu'il y en a parmi vous, je vois d'ailleurs qu'il y en a avec les flèches, est-ce que parmi les gens qui ont dit qui n'apprécient pas le consensus, est-ce qu'il y a des gens qui veulent exprimer pourquoi? Allez-y, je vous invite à prendre la parole. Alors moi, j'ai goûté au consentement dans un groupe de 30 étudiants
on a créé un groupe et on devait définir notre raison d'être. Et en fait, on a essayé de la définir avec le consentement. Ça nous a pris 5 heures. Ça a été une torture. La moitié sont sortis de là. Limite, il n'y avait plus de groupe derrière, quoi. Et l'autre moitié était toute enthousiasmée. Mais bon, ça a été très compliqué, quoi. Donc, je pense qu'on s'y est mal pris. On était trop nombreux. Je pense que là, on avait touché une limite de ces façons de décider quand on est trop nombreux. Merci. Merci. On va passer au consensus. Je vous invite à dire de manière assez concise, voilà, moi j'aime ce processus pour telle ou telle raison, de dire 2 ou 3 raisons. Moi, mon préféré, c'est le consensus, parce que c'est le seul processus de prise de décision qui, selon moi, permet d'avoir des décisions finales où tout le monde est content. Donc c'est pour ça que je l'aime particulièrement. Merci. Est-ce qu'il y a maintenant quelqu'un qui pourrait nous dire les inconvénients, pourquoi est-ce qu'il n'apprécie pas le consensus? Le désavantage du consensus réside dans le fait qu'il est chronophage, à moins d'utiliser vraiment l'enjeu pour lequel on va utiliser le consensus. Mais si on utilise le consensus histoire de mettre tout le monde d'accord, on peut vraiment taper à côté de l'objectif qu'on souhaite et ça peut être ennuyeux. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi est-ce qu'il apprécie le fait de déléguer la décision à un rôle? Alors, moi, je trouve que c'est confortable de pouvoir déléguer un rôle dans un groupe. Ça permet au groupe de suivre sans trop se poser de questions pour atteindre l'objectif. Il y a une meilleure dynamique qui se met en place. Et c'est également confortable pour le pilote qui sait pouvoir s'appuyer sur une équipe réactive et efficace rapidement. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler des inconvénients, de pourquoi il n'aime pas déléguer la décision à un rôle? Ok. Personne? Je vois quand même qu'il y a une flèche. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas d'obligation de prendre la parole. Ok, la consultation. Est-ce que quelqu'un peut nous parler de pourquoi il aime que les décisions se prennent par consultation? J'aime bien le processus de consultation parce que ça prend en compte l'avis des autres et la personne qui décide, elle peut l'avoir en toute connaissance de cause. Merci. Ok. Et les inconvénients de la consultation? Moi, j'aime pas trop la consultation. Je trouve que son problème, c'est qu'on pourrait passer à côté de quelqu'un qui aurait une sensibilité particulière sur un sujet. Et du coup, son avis, il n'est pas pris en compte. Et ça peut être générateur de tension. Merci pour ce témoignage. On va finir avec le hasard. Le hasard, j'aime bien. Ça peut aller très vite sur une décision à faible enjeu. Ça va donner un aspect ludique à une prise de décision. Et ça peut même nous amener à explorer des pistes que, en suivant la voie de la raison, on n'irait pas forcément suivre. Merci. Ok. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Il y en a pas mal dans lesquels je me reconnais aussi, avec mes expériences bien sûr subjectives. Qu'est-ce que j'en tire en tout cas comme constat? C'est que dans cette diversité de manières de décider, en fait, chaque manière a des avantages et des inconvénients. Et un autre constat, c'est que chacun a des préférences. On voit là qu'il y a une diversité, il y a des gens qui aiment et qui n'aiment pas le même processus. Et ça, c'est un point quand même en même temps épineux, qui est épineux dans l'organisation, c'est comment on fait pour coopérer ensemble, comment on fait pour faire partie de la même organisation quand on n'a pas envie de fonctionner de la même manière. Parce que là, clairement, ça va être une source de conflit. Et c'est le cas. Alors, soit on fait partie d'une organisation où il y a une manière de décider très claire, hop, on est dans une hiérarchie, ou on est dans une association où on vote, etc.
et ben quand on y rentre, on choisit, on est OK avec ça. Mais en fait, dans la plupart des organisations, ben, il va y avoir cette diversité vraiment là qui va être présente de préférence. Et tout l'art, en fait, c'est de la transformer de source de conflit en source de complémentarité. Mais pour ça, il va falloir, pour moi, l'enjeu vraiment, c'est d'arriver à faire un pas les uns vers les autres. En fait, de voir que oui, chacun a ses préférences, moi j'ai mes préférences, mais en fait que les préférences de chacun sont utiles à un moment donné. Et donc si on fait un pas les uns vers les autres, on peut créer une gouvernance qui sera encore plus pertinente et encore plus joyeuse pour les uns et les autres et au service du groupe. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu. Et ça rejoint la question, je vous disais pourquoi c'est la clé de voûte d'une gouvernance, c'est que ça rejoint la question de comment on choisit le bon processus au bon moment. C'est la préférence de chacun est pertinente au bon moment. Il faut apprendre à discerner ce moment-là. Alors cette question de utiliser le bon processus de décision au bon moment, je vous ai dit, c'est la clé de voûte d'une organisation. Là, ce soir, on n'a pas le temps de le voir en détail. C'est quelque chose qu'on peut approfondir dans la formation et les accompagnements. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est hyper important, c'est que ça soit simple. Il faut que tous les membres de l'organisation comprennent. Il faut que ça soit rapide. Parce qu'on est sûr que c'est pas rapide. Déjà, on va perdre notre énergie. Et en plus, on est sûr que les décisions urgentes, on va passer à côté. Et il faut que ça soit pertinent. Parce que le hasard, par exemple, c'est simple et rapide, mais ce n'est pas pertinent. Voilà, donc simple, rapide, pertinent. Et là, on va le voir à travers des exemples d'organisations. Je vais vous présenter 2 organisations qui ont créé leur gouvernance sur mesure. Et vous allez voir du coup comment elles ont fait ce choix de choisir le bon processus au bon moment, entre autres. Donc, je vais vous laisser le choix là entre 4 organisations. Donc la première que je vous propose, c'est une association de permaculture. Donc le point de départ, c'est quelque chose un projet assez nouveau, qui est plutôt assez centralisé autour de fondateurs. Et eux, leur demande, c'est du coup d'avoir plus d'intelligence collective, plus d'engagement des gens, et d'avoir une gouvernance avec pas ou peu de réunions. Parce que eux, leur objectif, c'est d'être les mains dans la terre, et c'est pas d'être le cul sur une chaise autour d'une table. Donc du coup, ils ont créé une gouvernance quasi sans réunion. Deuxième exemple que je peux vous présenter, c'est une PME, un gestionnaire forestier. Le gros du travail a tourné autour du fait de clarifier les rôles, les instances, les périmètres de décision. Troisième exemple, c'est une association d'écologistes scientifiques qui est plutôt une structure qui a déjà une taille respectable. Il y a 300 adhérents, il y a un CA de 20 personnes, il y a 20 salariés, donc des vrais enjeux économiques d'entreprise. Et du coup, un petit peu aussi cette polarité qui est présente entre la verticalité qui est présente dans le côté salarié, et puis une aspiration à l'horizontalité assez forte. La question du choix de décision qui était vraiment cruciale. Et du coup, cette polarité-là qui crée des conflits entre est-ce que les gens sont légitimes ou pas pour décider de tel sujet, est-ce qu'ils doivent consulter tout le monde ou est-ce qu'ils décident depuis leur rôle. Voilà, donc cette possibilité-là. Et la quatrième possibilité, c'est un écolieu, c'est l'Oasis du Mazet. Ça, c'est un écolieu que j'ai cofondé. C'est le premier lieu où a été utilisée la méthode et de créer cette gouvernance sur mesure. Quelle est la particularité du coup d'intégrer le côté formel, informel. On prend 90% de nos décisions en réunion. Je vais vous lancer un petit sondage. Ok. Alors les résultats du sondage sont assez clairs. Donc, premier intérêt, c'est l'association d'écologistes scientifiques et ensuite l'Oasis du Mazet. Et c'est parti. L'association d'écologistes scientifiques, donc, c'est une association que j'ai accompagnée. Donc, l'objectif, c'était qu'il y ait plus de clarté sur la gouvernance, qu'il y ait un bon niveau d'adhésion. Il y avait une aspiration à l'horizontalité. Donc, vous voyez, au milieu, alors c'est l'écologie scientifique, mais quand même une aspiration à l'horizontalité assez forte. Et en même temps, que ça soit pas trop chronophage. Des fois, ils pouvaient vivre dans certains fonctionnements des choses trop énergivores. Ça respecte l'autonomie des salariés et aussi il y avait cet enjeu-là que le CA soit bien consulté. Le CA qui a quand même une responsabilité au niveau stratégique notamment. Et donc, un des cœurs des problématiques de cette structure, c'était au niveau salarié en tout cas, il y avait quand même
quelque chose d'assez classique, un peu hiérarchique. Il y avait une directrice, il y avait des responsables de secteur et puis après des salariés avec des rôles assez clairs, donc une forme hiérarchique assez classique. Et en même temps, voilà, comme je vous disais, cette aspiration à l'horizontalité. Donc du coup, les gens qui avaient des positions de pouvoir notamment étaient toujours un petit peu en porte-à-faux par rapport à la culture du groupe. Et que ce soit même, ou les salariés aussi, toujours cette question-là, mais est-ce que je suis légitime ou pas? Est-ce que je suis légitime à prendre cette décision ou est-ce qu'il faut en fait que je prenne en compte les autres, que ça se prenne en réunion, etc. Donc cette question de comment, donc on est vraiment au cœur là de comment doivent se prendre les décisions. Et quand on a démarré ce travail, la direction précédente avait voulu lancer un travail comme ça justement et ils avaient commencé à faire une liste, lister toutes les décisions et tous les types de décisions et mettre en face, telle décision se prend comme ci, telle décision se prend comme ça, telle décision doit consulter tel truc, qui au final faisait quelque chose d'assez bureaucratique et de peu applicable. Et d'ailleurs ce travail n'avait jamais été appliqué, moi j'en ai pas été surpris. Et donc quand on a repris ce travail-là, clarifier cette question-là, on a vite conclu que c'était pas la manière la plus adéquate de répondre à cette question. Et donc ce que vous voyez, c'est la manière qui a été choisie pour le choix du prise de décision. Donc, il y a des périmètres de décision, des périmètres, que ce soit les rôles, les instances, qui sont quand même relativement clairs. Et si jamais ils ne sont pas clairs, grosso modo, c'est N+1, donc le niveau au-dessus, qui est garant du périmètre. Par exemple, pour un salarié, ça va être le responsable de secteur, pour un secteur, ça va être la directrice, pour la directrice, ça va être le bureau de l'association, etc. Et chacun, à l'intérieur de son périmètre, on le laisse libre et on lui fait confiance de choisir le processus de décision. C'est-à-dire, voilà, moi je travaille dans cette structure, j'ai un rôle, j'ai une décision à prendre, c'est à moi de choisir, est-ce que je vais consulter les autres, est-ce que je vais consulter mes collègues, est-ce que je vais ramener le sujet en réunion, est-ce que je vais décider seul. Bien évidemment, ça va dépendre du temps que j'ai, de l'urgence de la décision, de l'énergie que j'ai, de l'enjeu de la décision, de plein de paramètres. Et on laisse chacun, en fonction de tous ces paramètres, faire son choix. Et on laisse la liberté aux gens, ça peut poser des soucis. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on appelle ça un recours amiable. Si, grosso modo, je suis en désaccord avec la manière dont une autre personne prend la décision, je vais aller le voir pour lui dire écoute là, ça tu ramènes toujours ça en réunion, j'en ai marre, ça nous bouffe notre temps, ça c'est vraiment tu pourrais le décider seul, etc. Ou l'inverse, ce sujet là tu décides tout seul, tu ne nous consultes pas, ça a des impacts sur nous. Et donc je vais aller voir cette personne, soit j'arrive à la comprendre, soit on arrive à se mettre d'accord, et dans ce cas là le problème est réglé. Et si jamais le désaccord persiste, c'est le N+1 de cette personne qui va trancher, de dire telle manière, telle décision doit se prendre de telle manière. Voilà, donc un système, donc un recours amiable qui en fait est utilisé dans la réalité assez peu, parce que s'il y a une bonne qualité de lien, de communication, coopération comme dans cette structure, en fait quasiment tout le temps on arrive à trouver un accord. Mais donc ça fait au final un choix de processus qui est vraiment fluide. D'une certaine manière, ça ressemble presque à ce qu'il y avait avant le travail, mais en fait du coup maintenant les gens ont une légitimité pour choisir le processus, ce qu'ils n'avaient pas avant parce que c'était flou. Et il y a bien évidemment des décisions qui sont cadrées, où on sait que telle décision, on va la prendre de telle manière. Par exemple, imaginons un processus de recrutement, un type de décision qui va revenir régulièrement, on ne va pas réinventer l'eau chaude à chaque fois, sinon on va perdre du temps, de l'énergie. Donc là on va décider potentiellement une fois d'un processus de recrutement, ensuite on va l'appliquer. Bien sûr il sera évolutif, mais en tout cas on ne va pas se reposer la question à chaque fois. Un autre exemple peut-être que je vous ai envie de vous donner par rapport à cette structure qui est intéressant, qui illustre un peu le côté créativité, il y avait un autre besoin dans cette structure, c'était la directrice avait besoin d'un conseiller. Donc quelqu'un qui n'est pas un rôle hiérarchique, mais qui soit vraiment très proche d'elle, ou avec qui elle puisse discuter de tous les sujets et l'aider à les maturer. Et donc elle avait des personnes en tête qu'elle aimerait avoir comme conseiller, qui se faisaient un petit peu de manière informelle, mais l'inconvénient c'est que ces personnes-là, c'est quand même un rôle de pouvoir, même s'il n'y a pas de pouvoir hiérarchique, mais d'être très proche de la directrice, et qui pouvait être associé un petit peu à des rôles à des choses un petit peu comme de chouchou, des choses comme ça qui pouvaient générer des craintes chez les personnes qui aient ce rôle, du coup d'être un peu mis à part des collègues, d'avoir donc les personnes
en tout cas qui aurait pu avoir ce rôle, avait envie d'avoir une légitimité pour avoir ce rôle. Donc une idée qui avait été proposée, c'était que ça se fasse en élection sans candidat, ou que ce soit les salariés qui fassent émerger un nom pour avoir ce rôle. Ce qui ne convenait pas à la directrice, parce que ce qu'elle disait, c'est moi j'ai besoin d'avoir une affinité avec cette personne. Si c'est vous, si c'est les salariés qui choisissent le conseiller, ça va pas forcément me convenir. Donc on aurait pu dire, typiquement, dans une autre structure vraiment hiérarchique, ça aurait été nommé en fait, la personne qui est directrice-directeur aurait nommé son conseiller. Mais du coup, ça aurait causé les inconvénients de manque d'adhésion, de légitimité. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Et ben du coup, on a mis de la créativité et on a créé un processus. En fait, on a, d'une certaine manière, fait un hybride entre l'élection sans candidat et le côté nommé. Donc, ce qu'on peut nommer, du coup, c'est une variante là, qui existe dans la boîte à outils de la gouvernance intégrative de nomination plébiscitée, donc par élection sans candidat, où on va faire émerger des noms de la base. Donc, les salariés vont proposer des gens pour avoir ce rôle, des gens du coup qui ont de l'ancienneté, qui ont les compétences, les qualités requises. Et parmi les noms qui émergent le plus, parmi les 3-4 noms qui émergent, la directrice va nommer, choisir quelqu'un. Donc, ça concilie en même temps le fait de faire le côté horizontal, on fait émerger quelqu'un de l'agilité, et en même temps, la directrice peut avoir quelqu'un avec qui elle a de l'affinité. Voilà, donc ils ont mis ça en place, et ce qui a priori donne voilà, une grande satisfaction. Donc ça, c'est un petit exemple de quand on est créatif, quand on peut se saisir des processus, solutions sur mesure qui vont répondre aux besoins de tout le monde et concilier un petit peu les différentes polarités. Alors, l'Oasis du Mazet. Donc, un projet d'écolieu que j'ai cofondé. Donc on a fondé à 4 personnes. Là on est en train de s'agrandir, c'est un lieu qui a vocation à avoir 10 à 20 personnes. Donc l'objectif quand on a créé notre gouvernance, d'avoir une gouvernance fluide, joyeuse, qui laisse de la place aux initiatives et en même temps qui garantisse la cohésion du groupe. Donc là ce que je vous présente c'est la deuxième version de la gouvernance. Ça serait intéressant aussi de voir l'évolution, parce que la gouvernance d'un groupe, c'est bien qu'elle évolue avec l'évolution du groupe. Donc qu'est-ce que vous pouvez voir? Première chose, c'est que l'informel, on fait partie d'un groupe où on a mis de la conscience et où on accepte qu'il y ait beaucoup de décisions qui se prennent de manière informelle. Donc ça soit des initiatives des gens, du leadership, des gens qui vont lancer des choses. Des fois on confie informellement du pouvoir à quelqu'un qu'on pense légitime. On fait beaucoup de consensus informel aussi. Donc des décisions hors réunion où juste on va aller demander aux uns aux autres, l'un après l'autre, dire est-ce que tu es d'accord si je fais ci, est-ce que tu es d'accord si je fais ça. Et puis une fois qu'on a demandé à tout le monde, hop, du coup la décision elle est prise. Et ça fluidifie. On prend une grande partie de nos décisions de manière informelle. C'est dur à quantifier parce que des fois les décisions elles sont très petites. Voilà, quand c'est déplacer un meuble, acheter ci, il y a des décisions, on les quantifie pas, mais c'est la majorité des décisions en fait qui se prennent comme ça. On a la chance d'être un petit groupe assez uni. Mais l'informel, c'est pas toujours fluide. Des fois, ça va générer du flou, des conflits, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai une tension, je vais voir la personne qui a pris une décision de manière informelle. Et je vais m'expliquer avec elle. Donc, soit pour qu'elle fasse autrement. Donc, soit je vais la comprendre, soit c'est elle qui va me comprendre, on va trouver une solution ensemble. Dans ce cas-là, ça s'est réglé de manière informelle. Et si ce n'est pas le cas, on va passer au processus formel. On va aussi démarrer avec les processus formels pour toutes les décisions où on sent qu'il y a un enjeu un peu fort. On va démarrer directement avec les processus formels. Donc une première manière de prendre les décisions, c'est la sollicitation d'avis, qu'on a vu plus tôt. Donc une manière de consulter. Nous, vu qu'on vit tous ensemble, grosso modo, on a un tableau où n'importe qui veut proposer une décision, qui a une proposition, il peut faire sa proposition, la mettre au tableau et demander l'avis des gens. Et à la fin, c'est la personne qui a proposé qui va prendre la décision. On peut aussi le faire par oral. Donc ça, c'est assez économe en énergie, plus économe en tout cas que de prendre en réunion. L'inconvénient, c'est que c'est pas adapté notamment au sujet à des forts enjeux ou pour des sujets conflictuels. Et donc c'est là, pareil, si la sollicitation d'avis, elle crée des tensions, et le sujet, hop, il va être renvoyé en réunion. Et notre fonctionnement de réunion, on a vu notre petit nombre, là on n'a pas de commission, mais vu notre fonctionnement de réunion, c'est on a un sujet qui arrive, du coup on va clarifier un petit peu le sujet, ensuite on va faire un tour de parole, et les 3/4 du temps, on va voir qu'il y a un consensus, il y a une évidence qui se dégage, un espèce de consensus naturel. Et dans ce cas-là, on va nommer, on vérifie, et est-ce qu'on est tous d'accord pour ça? On le vérifie, on le note, on a notre décision.
Ça, c'est les 3 quarts du temps. Et un quart du temps, eh ben, on ne va pas être d'accord. Il va y avoir voilà, des avis assez divergents qui existent. Et là, en fait, on ne va pas s'épuiser à chercher systématiquement un consensus. Ce qui, pour moi, est souvent un inconvénient, notamment de certains projets d'écolieux ou d'habitat participatif, où nous, on décide tout consensus, tout consentement. Et en fait, c'est pour ces décisions-là où en fait, on ne converge pas naturellement qu'on peut des fois dépenser des énergies, beaucoup plus d'énergie qu'on en est capable, qu'on l'aurait voulu. Donc si on voit qu'on ne converge pas, et ben en fait on avise, on réfléchit à ce qu'on fait, le facilitateur pour proposer quelque chose, sinon un des participants de la réunion. Est-ce qu'on reporte le sujet? Est-ce qu'on a juste besoin de temps? Est-ce qu'on a juste besoin de plus de temps pour converger, plus d'échanges? On va consacrer plus de temps à la recherche du consensus. Est-ce qu'en fait, là on est dans l'urgence, c'est une décision qui n'a pas trop d'enjeux, on a juste besoin de trancher, et dans ce cas-là, potentiellement, on va faire un vote à choix multiple, ou est-ce qu'on va confier la décision à quelqu'un? Voilà, on est libre de choisir comment on va aviser. Ce qui permet un fonctionnement qui reste quand même très souple, et en même temps, voilà, qui prend soin de la cohésion du groupe, et on a la capacité de trancher si on veut. Et la question, effectivement, de comment on avise, si jamais on n'est pas d'accord sur la manière dont on doit, est-ce qu'on doit reporter ou trancher, par exemple, ou autre, et ben en fait on fait un petit vote à choix multiple. On dit tiens, il y a ces différentes possibilités là, et on part sur l'avis majoritaire du groupe en fait. Voilà. Donc on va pas rester paralysé en fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu le cadre global de notre gouvernance. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bien sûr, on a des rôles, de plus en plus, on définit des périmètres de responsabilité qu'on confie à des personnes. On a des décisions cadrées, donc voilà, que ce soit le processus d'intégration, certaines étapes, on sait que là on va consulter, là on décide de consensus, là etc. Différentes décisions en fait dans le groupe, des décisions notamment répétitives, où on décide une bonne fois pour toutes, cette décision elle se prend de telle manière, ce qui va nous faire économiser beaucoup d'énergie. Du coup on a des petits processus spécifiques en cas d'urgence. Donc bien sûr on a l'informel, il y a beaucoup de choses qui vont se passer informellement en cas d'urgence. On peut aussi faire une sollicitation d'avis, sachant qu'il y a une différence de processus, c'est que en temps normal, j'affiche mon processus, je dis voilà je fais une sollicitation d'avis, j'informe les gens, et c'est à eux de donner leur avis, c'est à eux de prendre l'énergie, l'initiative de donner leur avis. S'ils ne le donnent pas, je dis voilà merci de donner votre réponse d'ici à telle date. S'ils ne le font pas, c'est de leur responsabilité. Par contre, en cas d'urgence, c'est à moi d'aller chercher les gens pour leur demander leur avis. Mais si on voit pareil qu'il y a trop d'enjeux, que ça divise, etc., on va trancher avec un vote à choix multiple express. Express, ce que ça veut dire, c'est juste qu'on va pas faire un processus qui va durer 1 heure, en fait, on va délimiter le temps, juste identifier les propositions, et puis se positionner, et puis prendre la décision où il y a le plus d'adhésion. Donc voilà un petit peu la gouvernance de l'Oasis du Mazet, là, qu'on expérimente depuis, là ça fait 3 ans et demi de projet, 1 an et demi qu'on vit ensemble, et là ça fait un peu moins d'1 an là qu'on a revu cette version de la gouvernance. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, là, moi, ce que tu présentes me plaît beaucoup. Sinon, qu'à cet endroit-là, c'est 4 personnes. Et là où nous sommes avec Charlotte, on est un collectif de plus d'une vingtaine de personnes. Et tout d'un coup, je me dis, je sais pas comment on peut rendre ce genre de situation. Alors, il n'y a pas à faire un copier-coller, on est d'accord, hein. Ça va de soi. Mais que fait-on lorsqu'on se retrouve avec bien plus de monde? C'est ma question. Merci Lorenzo. Ouais, c'est une très bonne question. Oui, effectivement. Ça, c'est une gouvernance qu'on a créée pour 4 personnes. Et bien évidemment, elle ne serait pas adaptée. Nous, on aimerait bien être, si on est 10 ou 20, évidemment, il nous faudrait une autre gouvernance. Il faudrait que notre gouvernance, elle évolue. Je pense que cette gouvernance-là, elle conviendrait, peut-être jusqu'à 8-10 personnes, elle conviendrait. Et au-delà, il faudrait qu'elle modifie. Je peux vous faire une réponse théorique, mais ce qui est sûr, c'est que si le jour où on doit faire évoluer notre gouvernance, on le fera de manière collective, parce qu'on a besoin que les gens adhèrent à la nouvelle gouvernance et qu'on les prenne en compte. Si j'imagine, on est plus nombreux, on créerait des commissions avec des thèmes, et ce qui éviterait qu'on se retrouve 15-20 en réunion. Il y a certaines décisions, bien sûr, qui devraient toujours être prises ensemble, mais ça serait des décisions rares et précises. Je pense qu'on créerait encore plus de rôles, répartir encore plus des secteurs de responsabilité.
continue la consultation. La consultation, ça peut bien marcher aussi à 10, 15, 20. Peut-être trouver certaines modalités qui peuvent être plus économes en énergie. Voilà en tout cas ce que je vois, qui permettrait de fonctionner à plus nombreux en gardant cette base. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le fait de créer une gouvernance sur mesure, là, la gouvernance intégrative, c'est la première approche. C'est la première fois qu'il y a cette approche plutôt que de proposer des modèles. Mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a déjà beaucoup d'organisations qui créent ou qui ont créé leur fonctionnement, leur gouvernance sur mesure. C'est quelque chose en fait qui est en votre pouvoir. Il suffit de se sentir légitime, d'être un petit peu créatif, de prendre en compte les différents besoins des membres de l'organisation et d'y aller quoi. Et après, voilà, c'est un petit peu d'énergie, de temps, il va falloir tâtonner. Le tâtonnement des fois n'est pas toujours confortable, il peut être un peu douloureux. Et c'est là notamment où pour moi la gouvernance intégrative elle a une plus-value à apporter en tant que méthode, c'est qu'elle permet au groupe de gagner du temps et potentiellement aussi en ayant une boîte à outils plus large et une vue plus vaste d'arriver à un résultat qui est la qualité optimale. Alors bien sûr, un expert en gouvernance peut vous apporter plein de choses intéressantes, mais n'oubliez pas qu'avant tout, vous êtes les experts de votre propre groupe. C'est vous qui avez la meilleure conscience de ses besoins. Vous êtes déjà expérimenté en gouvernance, vous êtes compétent et vous êtes légitime pour faire évoluer la gouvernance de votre groupe. Et ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est de vous inspirer, mais que ça reste une source d'inspiration de ce qui se fait ailleurs et de vous former, de monter en compétences. Là, on arrive à la fin de ce webinaire, mais si vous voulez continuer si vous voyez que ça vous enthousiasme un petit peu ce paradigme de créer une gouvernance sur mesure au plus proche de vos besoins, moi je vous invite, vous pouvez aller sur le site gouvernanceintégраtive.com, il y a beaucoup de ressources, d'articles gratuits, de témoignages, il y a différents événements, il y a des webinaires qui peuvent être complémentaires à celui-là, il y a des temps de codev qui sont des entraides entre pairs, on organise des ateliers d'initiation aussi, ça peut être sur des événements ou ça peut être venir dans votre organisation. On fait des formations. Si vous voulez venir, donc il y a le module de base, apprendre toutes les bases pour créer une gouvernance sur mesure sur 2 ou 3 jours. Il peut y avoir des modules complémentaires suivant les besoins. Il y a un module pro que j'anime avec François Mariage qui a cofondé la gouvernance intégrative avec moi. Là, on transmet à des gens qui veulent être professionnels de l'accompagnement, qui sont déjà ou qui veulent le devenir et accompagner les organisations à créer leur gouvernance sur mesure. Généralement, il y a une promotion par an. Et bien sûr, les accompagnements pour tout type d'organisation. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes intéressé. Et voilà, j'espère que vous sortez enrichi de ce webinaire et je vous souhaite à bientôt.